J'aimerais vous entendre tous là-dessus. Est-ce que oui ou non, Poutine est plus insubmersible que décidément tout ce qu'on a pensé? Je rappelle le nombre de prédictions qui ont été faites. Poutine malade, Poutine Parkinson, les sosies. Pendant Prigojine, beaucoup ont dit il est fichu. Pendant beaucoup d'autres épisodes, on pensait que c'était fini. Alors bien sûr, c'est pas une démocratie. Bien sûr, il y a des aspects très dictatoriaux, mais c'est vrai des mollahs, c'est vrai d'Erdogan, c'est vrai de beaucoup de régimes dont on dit souvent ils vont tomber, ils tiennent. Oui. Est-ce qu'il est plus solide que ce qu'on pensait? Vraisemblablement, parce que c'est vrai qu'au début de la guerre, tout le monde se disait il vit complètement refermé sur lui-même, il est complètement isolé. Quand il va à Sotchi, il part avec 9 médecins, parce qu'en fait, il a 9 cancers, donc il a un spécialiste pour chaque cancer, etc. Et puis je me souviens, on disait, est-ce que c'est bien son oreille? Parce que vous savez, pour vérifier si c'est bien la même personne, l'oreille c'est très important, parce que c'est un peu comme l'empreinte digitale, etc. Est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est un sosie, etc. Il faut se rendre à l'évidence. 2 ans et demi plus tard, il est toujours là. Et pour l'instant, il n'y a pas de signal fort qui pourrait faire croire qu'il est à 2 doigts d'être Comment renversé. Expliquer cette résistance de la Russie? On se met, pardon, ce qui est en train de se passer est tellement incroyable. Imaginons un moment en France, il y avait une armée étrangère qui progressait à l'intérieur du pays. Général, si vous étiez ministre, vous auriez déjà sauté. Que l'armée étrangère était en train de casser des ponts, comme on l'a vu tout à l'heure. Que l'armée étrangère était à 80 km de Lyon, votre ville, ou 80 km de Marseille. Ce serait un bouleversement. Et on a l'impression que la Russie, bien sûr, ils ont de très grands problèmes. Mais pour l'instant, il tient. Ah oui, mais Adolf Hitler était très populaire jusqu'en mai 1945. Franco est mort dans ce qu'il y a, c'est qu'il a créé une apathie, il me semble, il a créé une apathie, mais dans des proportions psychiatriques de la population russe, ce qui va dans les deux sens, parce qu'elle ne lèvera pas le petit doigt pour le défendre. Donc ça marche dans les deux sens. Maintenant, sur le sondage de Levada, êtes-vous satisfait et tout, ça me fait rire, parce que si on posait la même question en France, êtes-vous satisfait? 75% sont pas satisfaits du tout. Ça, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et on serait là en train de dire ouais, ça va. Donc, vous voyez, là, on a l'optimisme russe, et il faut reconnaître que la Russie, la mentalité russe est connue pour son optimisme béat et son endurance. C'est pas l'optimisme, c'est le désespoir total. C'est pas l'optimisme. Ils savent qu'il n'y a absolument aucun espoir. Ils disent oui, je suis satisfait, parce qu'ils imaginent que s'ils disent qu'ils ne sont pas satisfaits, demain, il y aura quelqu'un qui va débarquer, qui va les mettre en prison. C'est tout simplement la peur. Et surtout, quand on voit ça, les chiffres, ça montre que ceux qui sont satisfaits, ce sont ceux qui sont... Vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne pense pas que répondre à une question de l'Institut Levada à téléphone vous envoie la police chez vous. Bien sûr, vous avez votre numéro de téléphone. Vous n'êtes pas satisfait du pouvoir russe, c'est satisfait de votre vie, donc de votre femme, de votre enfant, satisfait de votre vie. Ne montrez pas Isabelle Saporta, je ne suis pas sûr qu'elle accepte. Je viens d'apprendre qu'on était mariés là, satisfait. à 23h35. Vous avez fait rougir Renaud Girard. Quand même, Isabelle, vous avez réussi, Isabelle Saporta, à faire. Vous êtes la première femme que je vois faire rougir Renaud Girard. C'est pas satisfait du régime. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on avait prévu, en tout cas notre ministre de l'économie avait dit qu'il y aurait un effondrement de l'économie russe. Il n'a pas eu lieu. Le FMI a même dit qu'il y avait une croissance de 3%. Donc en fait, que Poutine a sacrifié, c'est pas du tout le présent russe. Et le présent russe, là, il parle. Ce qu'il a sacrifié peut-être, en revanche, c'est l'avenir russe. Parce que avec tout l'argent qu'il a consacré à la guerre, s'il l'avait consacré au développement de l'immense Sibérie, là peut-être est-ce qu'il y a une dimension historique? Regardez ce tweet que Zakharova a publié, c'est la porte-parole dont on parlait tout à l'heure, faisant allusion à la guerre russo-japonaise et au fait que souvent le territoire russe a été envahi, et qu'au fond, le régime a réagi tardivement, n'importe comment, souvent dans le grand mépris de sa propre population, mais qui n'a pas été renversé pour autant. Contre-exemple de 1917. Non, la défaite du tsar de 1905 provoque la révolution, bien sûr, la première révolution. C'est ce que je disais, il y a eu le contre-exemple. Et ensuite la défaite contre l'Allemagne. Napoléon est entré, je fais l'entendre, finis ma question, Napoléon est entré très en avant dans la Russie,
et les Allemands sont entrés très en avant, dans la psyché russe, c'est resté, n'est-ce pas? J'attendais, parce que je suis le seul russe sur ce plateau, j'attendais mon tour quand même de vous expliquer ce qui est de mon pays. On vous écoute. Donc en fait, déjà, commençons par Levada. Levada était un bon centre sociologique jusqu'à 2006, jusqu'à la mort de Yuri Levada. Après, il a été récupéré par le Kremlin, maintenant c'est de la merde. Ce n'est pas un institut sociologique, c'est de la propagande du Kremlin. Et donc tout ce qu'il vous donne, c'est de la daube. Voilà. Mais pardon, Sergueï, soyons concrets. Vous qui disiez souvent qu'il est atteint d'un cancer, Vladimir Poutine, aujourd'hui, où est son cancer? Je n'ai absolument pas dit ça. Et en fait, c'est les gens sur le réseau qui n'ont rien compris. Non, mais je ne dis pas que vous le disiez, vous. Je disais que Poutine a 72 ans, qu'à 72 ans, certainement, il a un panel de maladies comme n'importe quelle personne à 72 ans. Je disais que les Russes masculins meurent à 65, que Poutine, et donc que Poutine certainement. Mais je disais par la même occasion que François Mitterrand a été diagnostiqué avec son cancer en 1981, il a quand même gouverné pendant 14 ans. Et pourquoi cette deuxième partie n'est jamais retenue par les imbéciles qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, non, vous nous avez dit que Poutine était mourant. Jamais de la vie, mais Sergueï, la leçon de ça, ces régimes tellement opaques, n'est-ce pas? Au fond, c'est la vieille doctrine, ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. On voit à quel point Kadyrov, c'est très opaque, ce régime est très opaque, le Kremlin est très opaque, c'est très difficile de savoir ce qui s'y passe. Je suis d'accord avec quelqu'un qui a prononcé ça sur ce plateau. Prigojine a démontré la vraie sociologie de Russie l'année dernière. Lorsqu'il a commencé son putsch, il y a 1 million de membres dans le parti La Russie Unie. Vous les avez vus, ce million, sortir dans la rue avec les mitraillettes en disant on va défendre notre Poutine. Poutine, prétendument, est adoré par 87% de l'électorat russe. Vous les avez vus dans la rue? Mais Sergueï, pardon, soyons francs, Sergueï. Non, mais c'est ça. Ça veut dire que les Russes, en fait, ils sont patients. Sergueï, ce que vous dites va dans l'autre sens. C'est-à-dire, on n'a pas vu non plus, comme sous Ceausescu, des centaines de milliers de Russes descendre pour faire tomber Poutine. Non plus. Ça veut dire ni l'un ni les l'autre. Russes sont indifférents. Mais Ceausescu s'est organisé par la police secrète. Darius, ils étaient quand même très mécontents de Ceausescu. Les vraies dictatures ne tombent pas. Les régimes qui tombent, c'est les demi-dictatures. C'est comme Louis XVI qui commençait, qui était lui-même gagné par les Lumières. Lui, il est tombé parce qu'il voulait donner des choses. C'est Nicolas II qui voulait donner des choses. Les vraies dictatures. Vous voulez dire que les vrais durs arrivent à tenir. Mao, il est mort dans son lit. Ce que vous dites est terrifiant parce que ça rappelle par exemple que les mollahs iraniens qui pendent très volontiers et abondamment, eux, continuent à tenir le pouvoir. Alexandre Lavoud, vous êtes toujours avec nous. Vous avez vécu ça. Vous avez été suivi par le FSB, espionné par le FSB. Est-ce qu'autour de vous, vous avez observé effectivement qu'un certain nombre de Russes réagissaient avec apathie, voire avec une forme de complicité avec le pouvoir? D'abord, je veux rappeler que Sergueï n'est pas le seul Russe autour de ce plateau. Ah oui, très juste. Autour de ce plateau. et puis, je veux dire juste que je rappelle que je viens de Moscou, donc mes cercles étaient complètement différents de la Russie entière, et je ne peux pas faire une analyse, on va dire, pertinente sur ces questions-là. Par contre, je veux dire que je rejoins Sergueï sur l'idée de l'indifférence du profonde du peuple russe, et que, en fait, on voit bien que tant qu'on n'implique pas le peuple russe directement à l'effort de guerre, c'est-à-dire qu'on les chasse pas pour les envoyer à la guerre ou pour défendre Koursk, eh bien, si on le fait pas, ils sont plutôt satisfaits, et c'est pas par l'espoir, mais par désespoir et par cet optimisme absolument... Mais je vous repose ma question, Alexandre, et à vous, quand on voit les images, rappelons les images de ces derniers jours, les évacuations, on est dans un pays où une partie des Russes sont évacués, où le pouvoir n'arrive pas à défendre sa frontière. Il se passe quelque chose de très grave du point de vue russe. Psychologique. Mais c'est pas la première fois. Ils sont complètement apathiques. Donc, il y a quelque chose qui arrive, ils s'adaptent à la situation. Les Russes, ils sont programmés pour survivre, parce que toute leur vie, ils survivent. Quand il y a un problème un peu plus grave, il faut faire un peu plus grand effort. Mais ils ne vont pas pester contre Poutine, parce que pour eux, Poutine, c'est un symbole. Et c'est aussi, il ne faut pas oublier que quand on dit souvent, il y a peut-être quelqu'un qui va le remplacer,
passé où il y a un numéro 2. Il n'y a pas de numéro 2. Il y a Poutine. C'est l'incarnation de tout ce qu'on imagine de la Russie, toute la légende que la propagande russe a créée partout. Donc les Russes ont besoin de ce Poutine. Et ils vont garder cette image. Pour eux, c'est un peu le dernier espoir de la stabilité qu'il a promis, mais qu'il n'a jamais tenu. Parce que vous voyez dans quel état est le pays. Ils vont continuer à soutenir cette image, toujours... Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, nous recevons des chiffres tout à fait étonnants. Émilie, on va les souligner avec vous, de ces chiffres, il faut prendre avec des pincettes, mais d'un Vladimir Poutine qui, en dépit de l'attaque ukrainienne, en dépit des grandes difficultés, survivrait politiquement plus qu'on ne le pense. Je rappelle que nous sommes avec l'ancien du KGB, le commandant Girnov, avec le plus haut gradé dans la chaîne de commandement de l'OTAN, qui était le général Yakovlev, avec Alapoedi, qui a appartenu peut-être au service ukrainien. Non, appartenu, non. Appartenait toujours au service ukrainien. Je l'espère. Voilà. Isabelle Saporta, qui est une agente, mais d'elle-même, et Renaud Girard, qui est une agente du Figaro, c'est très loin, et Catherine Gentil. Un agent de personne. Agent de personne. Comment expliquer cette survie politique de Vladimir Poutine avec ces chiffres? Il faut peut-être les rappeler, Émilie. On montre ces chiffres, nous qui nous ont marqués, même si Sergueï Girnov dit évidemment qu'il faut les prendre avec des pincettes parce qu'il est très compliqué d'effectuer des sondages en Russie en ce moment. Regardez la question qui a été posée néanmoins à un panel de Russes. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la vie que vous menez en Russie? Eh bien, plus de 70% se disent satisfait, voire plutôt satisfait. Et puis quand on se penche sur l'âge de ces Russes, eh bien on se rend compte que c'est surtout les très jeunes qui semblent satisfaits de cette vie. Alexandre Lavoute, vous êtes toujours avec nous, vous êtes russe, vous êtes exilé. D'après vous, quel est le point faible de Vladimir Poutine? On pensait qu'il allait perdre en popularité durant tous ces mois. On sait que ce sondage a été effectué d'ailleurs en juillet, avant cette incursion à Koursk. En revanche, il y en a eu d'autres. Pour moi, le point faible de Vladimir Poutine, c'est que l'augmentation, la montée de l'économie russe qu'il a procurée pour sa population récemment, il est directement lié à l'effort de la guerre et à la production militaire, et que cela l'empêche de tout arrêt du conflit en Ukraine, de la guerre en Ukraine. Et cela signifie que cette guerre, elle est quasiment perpétuelle. Il ne peut pas en sortir parce qu'une fois qu'il en sorte, il y a toute une économie derrière lui, cette stabilité éphémère qui tombe avec tout ça. Donc il est complètement enfermé dans cette guerre. Et cette satisfaction, elle émane de cette progression économique qui est, elle, liée à la production pour la guerre en Ukraine.